Émancipation. Fanfiction Harry Potter. Par le studio Kali Records. Catégorie Boys Love. Couple phare Harry Potter et Severus Snape. N'hésitez pas à liker le chapitre et à vous abonner pour avoir la suite. Chapitre 28. Harry est en train d'emballer ses affaires en souriant et en plaisantant avec ses camarades de chambrée. Des camarades plutôt impatients de rentrer chez eux pour les vacances de Noël. Après le petit déjeuner, Ron, Ginny, Hermione et lui vont prendre la cheminette depuis le bureau du directeur pour aller directement au square Grimmauld. Il a hâte de s'installer dans la chambre du maître, et ce, même si Severus ne le rejoindra pas avant demain. Ce soir, le 22 décembre, c'est le solstice d'hiver, la nuit où beaucoup de 7e année, Serpentards ou autres, montreront leur vraie couleur. Il sourit en fermant le couvercle de sa malle et réduit sa taille pour la mettre dans sa poche. Oh, comme il aimerait être une petite souris quand Voldemort va se rendre compte qu'il aura moins de recrues que ce qu'il espérait. Beaucoup moins, en fait. Ceux qui seront marqués ne reviendront pas au prochain trimestre. Il se tourne pour réduire aussi la cage d'Edwige. C'est déjà une honte qu'il en est. Tant de jeunes perdus, tant de potentiel. Pas étonnant que Severus soit bouleversé. Le seul côté positif, c'est l'énorme fête du 25 décembre. L'ordre a décidé de mettre tout en œuvre pour remonter le moral aux troupes. Et il est vrai qu'en voyant comment les choses évoluent, ils en auront certainement besoin dans un futur proche. Harry souhaite un joyeux Noël à Seamus et Dean, puis suit Neville dans la salle commune pour retrouver les filles. Leur organisation a acquis un cercle étendu de supporters. Le nombre actuel de leurs membres reste cependant petit. Il faut que ça change, et le plus tôt possible. Il ne sait pas quelle sera la réaction de Voldemort ce soir, mais il se doute qu'elle ne sera pas plaisante. Ils doivent augmenter leurs effectifs, et il a plusieurs candidats en tête. La politique mise à part, ses progrès à Severus et à lui sur le second lien sont trop longs à leur goût, et même sachant qu'il n'existe aucun moyen d'aller plus vite. Pour devenir un seul et même esprit, ils doivent se connaître intimement, et compte tenu que leur deux vies étaient à des années-lumière du bonheur et du soleil, déterrer des souvenirs longtemps réprimés est un processus long et angoissant. Il a l'impression d'être allongé sur le canapé d'un psy. En fait, s'il y regarde de plus près, c'est exactement ce qu'il fait. Et peut-être que c'est exactement ce dont ils ont tous les deux besoin. En regardant en arrière d'un œil partial, Harry n'a jamais réalisé à quel point sa vie avait été un bordel sans nom. Dans le cas de Severus, c'est pire. À l'exception du viol, rien ne lui a été épargné. Et, sans la magie virginale, il n'aurait pas eu de chance. En tout cas, il le pense. À chaque fin de session, ils sont en larmes et des épaves émotionnelles, bien que plus légers, comme s'ils s'étaient débarrassés, une bonne fois pour toutes, de ces fardeaux non désirés. D'un autre côté, ça les rapproche plus que jamais. Aucun être vivant ne les connaît si bien et ne les comprend à ce point. Parfois, Harry peut dire ce que Severus pense rien qu'en l'observant, faire un geste apparemment anodin. Et Severus en est tout aussi capable. Curieusement, leur vie sexuelle n'en souffre pas. Ils sont juste plus tendres l'un envers l'autre qu'à leur habitude, même si Severus lui reproche de le traiter comme s'il était fragile. D'ailleurs, Harry a parfois des difficultés à prendre possession de lui, après avoir été témoin de certaines choses dans son esprit une heure avant. Le petit déjeuner dans la grande salle s'est avéré quelque peu bruyant ce matin. Après avoir terminé, ils ont quitté Neville et Luna et sont allés au pas de course vers l'entrée du bureau de Dumbledore, gardé par la gargouille. Ron a traîné derrière eux, gardant sciemment ses distances. Malheureusement, il fait toujours partie de la famille Weasley, et en tant que tel, rien ne peut être fait.
si ce n'est de subir de mauvaise grâce sa présence. Pour une fois, le directeur semble être d'une épouvantable bonne humeur, ce qui rend Harry tout de suite soupçonneux. De quoi exactement, il n'en a aucune idée. C'est juste une intuition. Ils passent à travers la cheminette et atterrissent dans la cuisine du 12 Square Grimmauld, où Madame Weasley les étouffe d'un câlin. Après lui avoir échappé, ils se séparent dans leurs chambres respectives. Ron ne dit pas un mot lorsque Harry passe devant lui et la porte qu'ils partageaient l'été dernier pour gagner l'étage supérieur. Pourtant, il est évident qu'il aimerait la ramener, ce dont Harry se fiche royalement. Ce n'est le problème de personne là où il choisit de dormir, sous son propre toit. Winky a fait un travail formidable dans la chambre en question, ou plutôt suite, puisque le seul terme de chambre ne lui rendrait pas justice. Ça lui rappelle vivement les quartiers de Severus, avec certaines couleurs et les quelques bibelots supplémentaires que lui-même affectionne particulièrement. Ici, il se sent chez lui, mais décide de tout vérifier en commençant par le commencement. Il sort son couteau à rituel et procède à la protection de la pièce contre toutes sortes d'intrusions. La dernière chose qu'il souhaite, c'est que quelqu'un fasse irruption pendant qu'ils sont dans une position compromettante. Pendant le déjeuner, la cuisine est bondée avec l'ensemble des membres de l'ordre qui sont pour la plupart de bonne humeur. Pas une attaque n'a été enregistrée depuis plusieurs semaines. Voldemort se réserve certainement pour ce soir lorsqu'il accueillera dans le sang ses nouveaux disciples. De l'opinion d'Harry, ce n'est pas une bonne chose, mais comme ils ne sont pas censés le savoir, c'est compréhensible. Hermione et lui vont descendre dans les cachots pour vérifier que tout est en place, pendant que Ginny occupera sa mère et le reste de sa famille. Cette nuit-là, Harry est étendu, tournant et se retournant pendant un moment avant d'abandonner totalement le sommeil. Pas de doute, son oreiller habituel lui manque. Il ne peut plus se passer de Severus depuis 2 mois qu'il dort toutes les nuits avec lui. Il soupire et décide de profiter de ce temps pour réfléchir à sa position actuelle. Il trouve qu'il devrait être gêné par la rapidité avec laquelle les événements se sont enchaînés. Les souvenirs de son ancienne vie semblent remonter à une décennie, alors qu'il ne s'est passé que 7 mois. Jusqu'à ce que tout prenne un sens. C'était censé se passer comme ça, sourit Harry avec mélancolie. Ces pensées lui rappellent un peu trop la conviction de Dumbledore sur le pouvoir de l'amour. Qui sait, peut-être que les déclarations du vieux bouc ne sont pas aussi farfelues qu'il le croyait. La porte de la chambre s'ouvre juste assez pour laisser passer une ombre élancée, avant de se refermer sans bruit. Harry sourit en suivant des yeux la silhouette que les lumières du feu projettent. Étant donné que les protections ne l'ont pas alerté, il ne peut s'agir que d'une seule personne. « Je croyais que tu voulais rester à Poudlard cette nuit », questionne Harry en levant un sourcil. « J'ai changé d'avis. » Une seconde plus tard, Severus est au-dessus de lui et l'embrasse comme si il n'y avait pas de lendemain. Les jours précédant Noël ont été passés loin de Madame Weasley, vu qu'elle était occupée avec tous ses préparatifs. Severus a pris l'habitude de partir juste après le petit déjeuner pour vaquer à ses occupations et revenir la nuit. Harry s'amuse à l'idée de se réveiller dans les bras de son mari le matin de Noël et d'ouvrir ensemble leurs cadeaux. Ça fait tellement petite vie rangée que Severus serait bien incapable de le railler, avec un air dégoûté, alors même qu'Harry est convaincu qu'il s'en délectera. Le second avantage de leur session, c'est qu'Harry n'a plus à se décarcasser pour lui trouver un présent. Il a acheté une bonne 20aine de cadeaux pour gâter Severus et attend avec impatience de voir son visage scandalisé. Hermione va partir le 25 après le petit déjeuner et profitera de ne pas assister à la fête pour aller voir Théodore. Harry est de tout cœur avec elle. Ce ne doit pas être facile pour tous les deux.
Mais au moins elle a quelqu'un. Il est plus inquiet pour Ginny. Elle sort avec Dean en ce moment, bien que, d'après lui, ça ne se passe pas très bien. Et même si ce n'est pas le cas, il doute que cela se termine sur quelque chose de sérieux. Ni son père, ni son grand-oncle, l'actuel Lord Weasley, n'approuvera cette union. Ginny est la première fille Weasley depuis des générations et par conséquent devra être bien mariée pour élever le standing de la famille. Lord Weasley a tout fait pour constituer une dot suffisante pour attirer le plus riche des sangs purs. Pas question qu'il la donne à Dean Thomas. Harry soupire en secouant la tête. Il pense déjà comme eux, les lords de ce monde, et pourtant, il s'est marié avec Severus Snape sans hésiter. D'un point de vue social, c'est absolument impensable, mais lui, au moins, peut se le permettre, ce qui n'est pas le cas de Ginny. Elle pourrait désobéir, bien sûr, mais cela impliquerait d'être déshéritée, et même d'apporter le déshonneur sur les Weasley. Elle aime trop sa famille pour ça. Non. Quand le temps viendra, elle se pliera au désir de son chef de famille. La seule chose qu'Harry peut faire, c'est lui trouver un mari respectable et riche, avec qui elle pourrait s'entendre, et lui aussi, par la même occasion. Il met de côté le livre de défense et se lève pour aller chercher le livre des noms, celui qui se met à jour tout seul et qu'il a vu dans la section généalogie de la bibliothèque. Il doit faire quelques recherches. Severus se réveille un peu trop tard à son goût, et les acrobaties enfantines de son mari ne font rien pour enjoliver son humeur. Ennuyé, il marmonne et se tourne sur le côté, tirant les couvertures sur lui pour se cacher de la lumière. Mais ça ne se fera pas. Les couvertures sont arrachées et un monstre aux yeux verts lui saute dessus. « Allez, Severus, lève-toi, c'est Noël! Les cadeaux attendent !» Toutes les répliques qu'il aurait pu sortir sont aspirées par la bouche du monstre, le laissant à bout de souffle. « Joyeux Noël !» Et le poids qui le plaquait est déjà parti. Jurant dans sa barbe, Severus s'assoit et jette un œil autour de lui. Leur chambre a été décorée de façon festive pendant la nuit, et il doit admettre que c'est, somme toute, assez discret. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il se pose finalement sur le tas obscène de cadeaux qui, dans un coin, sont entassés aussi haut que le sapin. Par Merlin, mais c'est quoi tout ça? Des cadeaux? Se met à chantonner un Harry joyeux en lui jetant sa robe de chambre. Severus l'attrape en lui retournant l'un de ses meilleurs regards. Je le vois bien. Idiot. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi il y en a autant ici. Eh bien, à l'évidence, ça paie d'avoir autant d'amis, non? Maintenant, sors tes fesses de là, je veux commencer tout de suite. Il prend son temps pour sortir du lit et enfiler sa robe de chambre, tandis qu'Harry se jette sur la pile, la séparant en deux tas. Severus est intrigué. Le tas qui lui est destiné est déjà plus gros que ce qu'il a reçu au cours de toute sa vie, et ce n'est encore pas fini. Dès qu'il est assis au sol, Winky apparaît devant eux avec un plateau de boissons chaudes qu'elle pose sur la table basse qu'elle vient de conjurer. « Du chocolat chaud, juste comme maître Harry a demandé, » annonce-t-elle fièrement. « Est-ce que les maîtres désirent autre chose ?» Merci, Winky. Je pense que ce sera tout. Harry la congédie en souriant comme un malade lorsque Severus retrousse son nez. Dès qu'elle a disparu, le plus jeune prend une tasse au hasard et lui colle dans les mains. « Eh oui, nous allons le boire, c'est la tradition. » Severus regarde la tasse comme si c'était de la merde, débattant intérieurement s'il doit laisser tomber ou la jeter sur le postérieur du gamin. Cela dit, ça sent bon et il ne se souvient pas de quel goût a le chocolat chaud. Ça fait tellement longtemps qu'il s'est permis, ou qu'on lui a permis, ce genre de frivolité. Il lève les yeux sur le regard plein d'espoir d'Harry et en prend une gorgée. Une gorgée ne lui fera pas de mal, n'est-ce pas? Il retient un gémissement dès que la douceur et la richesse du goût du chocolat éclatent dans sa bouche. C'est absolument divin.
Il prend une autre gorgée en regardant Harry rayonner devant lui et boire lui-même sa tasse, avant de déchirer l'emballage du cadeau le plus proche, avec l'excitation d'un petit enfant. Severus sourit à ses pitreries et finit sa tasse, la chaleur se diffusant dans tout son corps. Puis, il tourne son attention vers les cadeaux qui n'attendent que lui. Si c'est ça qu'on appelle le bonheur conjugal, eh ben, il peut vivre avec. Les fêtards ont commencé à arriver 1 heure avant le dîner, s'installant confortablement dans la salle de bal, avec boissons et snacks. Harry est étonné de voir autant de personnes avoir accès au quartier général de l'ordre et être acceptées dans les protections par le gardien des secrets. Tonks, l'une des récentes recrues, l'a informé qu'en réaction aux récentes attaques, Dumbledore avait décidé d'étendre le Fidelitas à toute la famille de chaque membre. En cas d'attaque de leur domicile, ils pourront ainsi mettre leur famille en sécurité sans qu'ils soient directement impliqués. La plupart de ces gens ne connaissent pas la localisation exacte de la maison et seuls les membres de l'ordre ont le mot de passe pour la cheminette. Eh bien, heureusement qu'il a protégé ses quartiers privés. Lorsque le dîner est annoncé, la salle est emplie de rires et de conversations entre les gens. Ils commencent tous à migrer vers la salle à manger. Harry est soulagé de pouvoir leur échapper pour un temps. Il a été présenté à tellement de maris, de femmes et d'enfants dont il n'a pas retenu les noms, qu'il a développé une légère migraine. De lui-même, il s'est collé entre les jumeaux Weasley, s'assurant d'avoir quelqu'un d'amusant avec qui parler pendant la durée du repas. Et ce, bien malgré que des gens autour d'eux ne cessent de les interrompre avec des remarques stupides. Après le dîner, la plupart d'entre eux reviennent dans la salle de bal ou dans les salons autour, formant des petits groupes basés sur leur âge et leurs intérêts. Toute la soirée, les membres du Nouvel Ordre et quelques autres élèves de Poudlard s'enthousiasment à divers jeux et à tester les dernières concoctions des jumeaux, jusqu'à ce qu'Harry se sente soudainement excité. Il se tortille nerveusement, son érection augmentant régulièrement, mais ne dit rien, car il suspecte une blague de l'un des deux jumeaux. Pendant l'heure suivante, il remarque l'augmentation considérable de son odorat et de son goût, au point que ça devient insupportable de rester assis parmi tous ces adolescents bourrés d'hormones. Il lance un glamour sur son entrejambe et se lève, s'excusant pour le reste de la soirée. Il a besoin de son mari, et il en a besoin maintenant. Satisfait de lui-même, Dumbledore discute joyeusement avec de vieux amis. Ça fait presque 2 heures qu'Harry a quitté la fête pour s'isoler dans l'étude juste derrière eux, et les sortilèges qu'il a lancés avant de manœuvrer toutes ces personnes autour de l'entrée indiquent qu'il y a 2 humains à l'intérieur et qu'aucun des 2 n'est vierge. Initialement, il avait prévu de confronter le garçon seul, mais il a décidé d'inclure des témoins. Après tout, aucune garantie n'existe qu'Harry cède à son influence. Plus de pression ne fera pas de mal. C'est le temps d'agir. Il tourne habilement la conversation sur le discours prononcé par le garçon en faveur de la campagne du ministre pour l'intégration des citoyens magiques non humains et envoie l'un des jeunes gens qui s'affairent autour d'eux pour aller chercher Monsieur Potter pour eux. Le jeune en question revient leur dire qu'il n'a trouvé Harry nulle part. « Bien ?» Dumbledore sourit avec indulgence et sort sa baguette de sa manche. « Pointe-moi Harry Potter !» La baguette dans sa paume tourne brusquement à gauche et désigne la porte fermée à côté de lui. « Oh, quelle chance !» Il s'avance et frappe doucement, très conscient que tous les yeux le suivent. « Harry, mon garçon, puis-je entrer ?» Il tourne la poignée qui, malheureusement, ne s'ouvre pas. Feignant la surprise, il fronce les sourcils et se recule, lançant un charme de révélation. La porte s'illumine d'une myriade de couleurs, indiquant clairement les protections excessives et provoquant des chuchotements tout autour.
Dumbledore retient un sourire et affiche à la place un froncement plus profond. Il démantèle les protections en prenant soin de ne pas déclencher l'alarme avant de les abattre et d'ouvrir la porte en grand, allumant d'un mot les lampes à l'intérieur. La vue devant lui n'est cependant pas celle qu'il attendait. Aucune jeune fille en train de couiner de peur et de gêne avant de sursauter pour se couvrir, suivie d'un sauveur du monde sorcier tout aussi embarrassé. Non, sur le canapé noir gisent Severus Snape et Harry Potter au-dessus de lui. Tous les deux sont nus, en sueur et le visage rougi, probablement en train de se prélasser après leur séance. Tout le sang se draigne du visage de Dumbledore. « Non, Merlin, s'il vous plaît, non, ça se peut pas !» Imperturbable aux exclamations de surprise et aux hoquets choqués provenant de l'audience rassemblée, Harry conjure le manteau de Severus pour les couvrir tous les deux. Il lève la tête pour les regarder avec calme, tout comme la personne sous lui. « Est-ce que personne ne vous a appris à ne pas faire irruption dans des pièces qui sont protégées pour une raison évidente ?» Harry leur adresse un léger sourire. « Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, mon époux et moi souhaiterions être seuls. » D'un geste de la main, la porte se referme en claquant juste sous le nez de Dumbledore. Vous venez d'écouter Émancipation, une fanfiction Harry Potter, par les studios Calu Records. Si vous avez aimé ce chapitre, n'hésitez pas à le liker. Si vous voulez être notifié du prochain chapitre, n'hésitez pas à vous abonner.